Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre Trust Talks numéro 9, 9e du nom déjà, sur un sujet qui semble être évidemment éminemment d'actualité et qui nous concerne, en tout cas en ce qui concerne CertiTrust, qui nous concerne de manière très très proche. Et je pense que nos deux experts également sont touchés par cette thématique. Et donc on va essayer pendant l'heure qui vient d'aborder le sujet de la transition vers la nouvelle version de la norme ISO 27001 2022 à travers un regard croisé entre responsables d'implémentation d'une part, auditeurs d'autre part, et puis je me permettrai en tant que modérateur pour CertiTrust d'apporter également le regard des organismes certificateurs en la matière. On espère que cette séance sera intéressante. Elle est prévue de se réaliser donc à peu près sur 25 à 30 minutes d'échange entre experts. Ensuite, on passera à une séance de questions-réponses. Vous pourrez bien entendu, tout au long de la présentation, posez vos questions dans le chat de cette conférence et nous allons évidemment récupérer vos questions et puis les poser à nos deux experts. Et donc, je vous propose de démarrer d'entrée de jeu sur finalement cette introduction à la nouvelle norme ISO 27001 version 2022, la norme elle-même et puis les enjeux liés à cette transition pour les organisations. Alors, en préambule et avant de passer la parole à nos experts que je vais bien entendu vous présenter brièvement, pourquoi est-il important d'aborder cette question de la norme ISO 27001 dans sa nouvelle version 2022? Parce que cette version a fortement évolué par rapport à la version de 2013, voire pour un certain nombre d'organisations, la version AFNOR 2017, une version très très proche finalement qui a amené quelques très petites modifications par rapport à la version originale de 2013, parce que choisir de mettre en place un système de management de la sécurité de l'information, ça permet bien entendu de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la traçabilité de l'information. Ça permet aussi, et toujours d'ailleurs dans la nouvelle version de la norme, de réduire les risques qui sont liés à cette sécurité d'information. Et bien entendu, ça doit également permettre, en tant que système de management, de saisir toutes les opportunités possibles au-delà des risques d'amélioration continue du système. Mais la norme a mis énormément de temps à changer, puisque entre 2013 et 2022, il s'est passé quasiment 9 ans. D'habitude, le cycle de révision d'une norme est entre 4 et 5 ans de manière relativement standard. Alors, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps et pourquoi est-ce que cette norme est une petite révolution en soi? C'est qu'elle redéfinit, sans forcément discontinuer l'intention de la norme initiale, elle redéfinit en fait la manière d'aborder la sécurité de l'information qui, depuis 9 ans, a évidemment fortement évolué à travers des enjeux qui sont plus orientés aujourd'hui sur le digital, la cybersécurité, de nouveaux frameworks, un ensemble de référentiels qui ont émergé depuis cette petite dizaine d'années. Je pense notamment au NIST, Cyber Security Framework. Je pense notamment à des évolutions technico-réglementaires au niveau de la directive Nice. Je pense à l'évolution des problématiques liées notamment à l'authentification, à l'identification des utilisateurs dans le cyberespace, la signature numérique et toutes les problématiques finalement aujourd'hui dont on parle abondamment dans les médias, de tout poil d'ailleurs, pas seulement les médias spécialisés, liées notamment aux attaques, aux surfaces d'exposition de plus en plus souvent prises à partie par les hackers et dont potentiellement un système de management de sécurité de l'information d'il y a 10 ans ne prenait pas forcément complètement en considération, même s'il était suffisamment générique pour le permettre, ne prenait peut-être pas suffisamment en considération ces enjeux. Donc, les aspects les plus importants de cette modification, on va évidemment les passer en revue avec nos deux experts, donc, que je vous présente brièvement, puis on va les laisser évidemment se présenter eux-mêmes. Pierre Corbel, qui parlera au nom des nombreux chefs de projet de France, de Navarre et d'ailleurs sur l'implémentation des systèmes de management. Donc Pierre travaille pour la société Nigist, un consultant senior, très expert dans le domaine de la mise en place, la mise en chantier et puis l'accompagnement des entreprises, des organisations
sur la mise en œuvre de la conformité générale sur 27 001, évidemment sur d'autres sujets également. On parle de 27 001 aujourd'hui. Et d'autre part, on n'est pas dans un match de boxe, on est dans un webinaire. D'autre part, Mathieu Briol, qui est donc le directeur fondateur du cabinet Briol Partners, qui interviendra. Alors, en complément, évidemment, sur la partie implémentation, certainement, il y aura une opinion. Mathieu a toujours une opinion très, très aiguisée sur beaucoup de sujets, mais son rôle aujourd'hui va être de prendre la posture de l'auditeur. Mathieu travaille avec Certitrust depuis plusieurs années comme auditeur du système de management de sécurité de l'information. Et donc, à ce titre-là, je pense que son éclairage va être intéressant. Et donc, c'est un regard croisé que nous allons vous proposer aujourd'hui sur le sujet donc, de cette transition à la norme ISO 27001 2022. Donc, je vais peut-être vous laisser quelques secondes chacun pour peaufiner peut-être la présentation, donner votre opinion générale sur le sujet d'aujourd'hui. Et puis ensuite, je me permettrai de vous poser un certain nombre de questions. Et contrairement à ce que nous faisions d'habitude dans les autres webinaires Certitrust, ça va être un webinaire un peu plus interactif, puisqu'on va se passer la parole et puis on va se... Alors j'espère qu'on ne va pas trop se contredire, ce serait dommage, mais quoi qu'il en soit, on va en tout cas essayer d'apporter un éclairage le plus riche possible des deux côtés, finalement, de l'implémentation et de l'audit du 27001. Donc Pierre, je te laisse la parole pour finaliser ta présentation. Merci Pierre et bonjour à tous. Donc Pierre Corel, moi ça fait une quinzaine d'années que je travaille et puis finalement j'ai commencé dès le début autour de la norme ISO 27001 puisque j'ai commencé par créer des formations sur cette norme il y a 15 ans et puis après j'ai évolué plus sur de la conformité dans le milieu bancaire, assurantiel et puis depuis une dizaine d'années plutôt côté ESN conseil où j'ai eu l'occasion d'accompagner pas mal d'entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité sur la mise en œuvre de SMSI. La plupart d'entre elles ont réussi à se faire certifier ISO 27001 par la suite. Et donc, moi, finalement, pour revenir aussi sur ce que disait Pierre sur changement, enfin révolution ou pas par rapport à la norme ISO 27001, moi, finalement, ma lecture très macro, c'est que autant sur les clauses 4 à 10 de la norme, on est sur vraiment plus de l'ajustement. Finalement, les groupes de travail ont essayé, je pense, d'affiner, de mettre en avant certaines choses qui pouvaient être interprétées différemment suivant les organismes de certification et suivant les auditeurs. Donc, plutôt de l'éclairage, de l'éclaircissement, mais on n'est pas sur un grand nombre de changements. Là où, effectivement, la révolution est plus sur l'annexe A, sur les mesures, puisqu'on est passé de 114 à 93 avec des nouvelles mesures, pas mal de mesures aussi qui fusionnent ou qui sont changées. Un peu même si l'esprit est repris globalement, il y a quand même beaucoup de changements. Donc, en tout cas, moi, d'un point de vue mise en œuvre de SMSI, je pense que c'est surtout là-dessus, nous, qu'on va avoir beaucoup de travail, que ce soit en interne pour notre propre SMSI ou auprès de nos clients, puisque là, ça va vont se poser pas mal de questions. Super. On a perdu Pierre, mais je vais quand même me présenter. Donc, Mathieu Briol, effectivement, moi j'ai... Pierre est revenu. Voilà, moi j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le secteur du conseil, de l'audit et de la formation, dans tout ce qui est sécurité et conformité des systèmes d'information, protection des données à caractère personnel, etc. Je suis également formateur sur différentes certifications, notamment Certitrust, 27001, 27701, etc., en tant qu'implémenteur et auditeur, puisque j'ai le plaisir d'aussi aider certaines organisations à obtenir leur certification. Et donc, c'est vrai qu'ici, comme l'a dit Pierre D, voilà, je vais jouer la petite casquette de l'auditeur. Et justement, pour rebondir sur ce que vient d'expliquer Pierre C, pour moi, justement, on aura l'occasion d'en débattre, mais les évolutions ne sont pas aussi révolutionnaires qu'on veut bien, je pense, le dire, malgré effectivement l'annexe A qui a été revue. Après, sur le fond, le système de management en lui-même, ça reste un système de management. Et voilà, il y a moyen de s'adapter de manière assez facile, j'ai l'impression. Mais voilà, on aura l'occasion d'en discuter tout au long de ce webinaire. Voilà. Je savais, Mathieu, que tu aurais quelque chose à redire au mot révolutionnaire. Bien, parce qu'il faut montrer un peu l'ambiance de ce webinaire. C'est parce qu'il y a aussi la Belgique et la France, tu vois, la révolution. Bien sûr. Ok, donc merci pour votre introduction à chacun d'entre vous. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet concernant donc, cette transition, cette mutation normative.
par une première question d'ordre général. Quels sont, à votre avis et selon votre point de vue, les avantages directs et leur nature pour les organisations à effectuer une transition vers un nouvel norme 27001 2022? Donc, quel serait votre top 2, 3, 4, 5, je n'en sais rien. Et alors peut-être le dire aussi pour les organisations qui ne le sont pas encore, et d'autre part pour les organisations qui le sont déjà. Peut-être y a-t-il des différences entre les deux. Donc voilà, je vous laisse la parole. Peut-être commencer par Pierre. Ok. Alors, pour les organisations, qu'elles le soient ou pas déjà certifiées, je pense que dans un premier temps, vu qu'il y a souvent aussi, on va dire, un objectif un peu marketing commercial, je pense que voilà, les premières organisations certifiées ISO 27001 2022 le feront savoir assez largement. Ça sera, je pense, voilà, un petit peu différenciant. Et après, pour les autres, je pense que vraiment l'intérêt principal, c'est, comme tu l'évoquais, Pierre, le fait que les mesures de sécurité d'il y a 10 ans ont quand même pas mal évolué. Donc, ça peut être l'opportunité, finalement, de faire rentrer aussi dans le SMSI des mesures qui, jusque-là, étaient totalement absentes. Vous pensez, par exemple, à la nouvelle mesure sur tout ce qui est analyse de la menace, des choses comme ça. Ou donc, pour certains clients, ça va être peut-être l'opportunité, finalement, de mettre un peu aussi en adéquation, parce que on a peut-être cette mauvaise habitude de ne mettre dans la déclaration d'applicabilité que les mesures de l'annexe et de ne pas ajouter de mesures supplémentaires. Donc ça pourrait être un autre webinaire. Mais donc voilà, je pense que ça peut être peut-être l'opportunité de mettre en adéquation finalement les mesures réelles, on va dire ça comme ça, des organisations avec les mesures de l'annexe. Ok, Mathieu, ton point de vue? Eh bien, là-dessus, je vais quand même me rallier à l'avis de Pierre parce qu'effectivement, je pense que d'un point de vue marketing, c'est clair que maintenant, de facto, la version 2013-2017 va devenir un petit peu has-been, on va dire ça comme ça. Et c'est clair que voilà, quand tu es certifié, tu aimes bien être certifié par rapport aux derniers standards, dernières normes. Et c'est vrai que d'un point de vue marketing, voilà, c'est quand même plus marquant, plus impactant. Après, c'est vrai que dans la nouvelle version de la norme, il y a quand même toute une série de clarifications un petit peu par rapport notamment au système de management qui sont quand même relativement intéressants, donc de manière à, on va dire, améliorer son efficacité. Je pense notamment à des clarifications justement sur le point dont parlait Pierre à l'instant par rapport à la déclaration d'applicabilité. Donc là, c'est un peu technique, c'est la clause 6.1.3. Là, voilà, on marque clairement le coup par rapport à l'annexe A qui devient une liste potentielle de contrôle. Et là, c'est quand même assez clair. Mais également par rapport à une autre clause, c'est la clause 6.3 qui est rajoutée, celle-là, par rapport à la mise en œuvre de changements dans les SMSI, où là, maintenant, ça devient obligatoire de les planifier. Ça, c'est quand même, je pense, relativement intéressant quand on va faire des changements dans son SMSI. Par exemple, on va changer je sais pas moi, la méthode d'analyse de risque, voilà, ça doit se planifier. Justement, on va changer vers la nouvelle version 2022, voilà, un beau changement à documenter dans son registre de changement. Donc, Le premier peut-être. Hein, ce sera peut-être le premier, effectivement. Voilà, il y a quand même toute une série d'éléments intéressants. Et puis après, c'est vrai que l'annexe A, elle mérite d'exister, d'avoir été refaite entièrement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est voilà, une société qui est certifiée 27001, si elle faisait du cloud, elle s'est quand même, je pense, intéressée un petit peu à la sécurité de son cloud avant la version 2022 du 27001, enfin, j'espère. S'il avait eu un bon auditeur, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà, est-ce que ça va, que je disais tout à l'heure, est-ce que ça va vraiment révolutionner, on va dire, est-ce que ça va, en fait, la question c'est, est-ce que ça va vraiment mieux sécuriser les organisations? Là, voilà, personnellement, je n'en suis pas persuadé, mais par contre, ça a toute une série de mérites, on va dire, dans l'efficacité du système, la clarification de toute une série d'éléments, et puis c'est vrai, on va dire, l'alignement de tout ce référentiel de contrôle sur la réalité qu'on trouve aujourd'hui. C'est vrai que je pense que le plus, il est plutôt pour les nouvelles organisations candidates à la certification que pour les anciennes qui, selon moi, voilà, auraient déjà dû s'adapter au fil de l'eau par rapport à des nouveaux contrôles, des nouvelles technologies, parce que voilà, le système, il vit. Et voilà, il faut sécuriser ce qui existe. Il faut attendre que l'annexe A soit mise à jour, quoi. Voilà.
Ok, en tout cas, je retiens de vos deux interventions, en tout cas, vous êtes relativement d'accord sur le fait que le côté boîte à outils de la 27001 est probablement un petit peu mieux mis en perspective. Bon, Mathieu a cité deux, trois clauses. On n'est pas là pour faire le jeu des clauses qu'on connaît par cœur, bien entendu, mais bon, effectivement, sur les aspects déclaration d'applicabilité, notamment du SMSI, le fait de remettre en perspective la possibilité pour les organisations d'ajouter leur contrôle leurs mesures de sécurité, parce que c'est le terme français, les mesures de sécurité correspondantes je veux dire, à la réalité du terrain et non pas simplement à purement de la conformité. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui peut ressortir en tout cas d'une interprétation je veux dire, moderne de la norme 27001 sur la version 2022. La possibilité pour les organisations également de documenter les changements, c'est-à-dire de sortir la gestion du changement simplement du PMO et puis des projets, etc. parce qu'on a quand même souvent l'occasion de voir ce genre de choses dans les systèmes de management. Donc ça, c'est moi qui apporte cette idée, mais je pense que le changement sur le SMSI était peut-être insuffisamment accompagné, et donc dans une démarche de PDCA, je pense que cet apport-là est un avantage pour les organisations en matière de traçabilité, notamment des actions sur le SMSI. Donc voilà, effectivement, alors je retiens aussi de la dernière intervention de Mathieu que ça peut représenter un avantage beaucoup plus direct pour les organisations qui ne sont pas déjà 27001, parce que finalement, c'est une sorte de fresh start, et puis on va démarrer dans une démarche qui est finalement ouverte sur la plupart des champs du possible, là où des organisations qui ont un arriéré, un historique un peu plus important, vont probablement devoir pédaler un tout petit peu plus fort pour justement modifier les approches si celles-ci, comme le disait Pierre Corbel, n'ont pas été au fil de l'eau depuis finalement les années que la norme 27001-2013 existe. Donc, merci en tout cas pour ce premier échange. J'enchaîne avec la deuxième question qui est liée, elle, à la transition, puisque parmi nos éminents invités sur le webinaire, il y en a parmi certains d'entre eux que je connais personnellement, qui m'avaient déjà posé la question. Je me permets déjà de refléter cette interrogation de leur part. Finalement, les options de transition, quelles sont-elles comment sont-elles finalement opérables? Alors, je me permets, avant de poser ma question de manière très précise, de mettre en perspective le plan de transition. C'est un plan de transition qu'on vous joindra d'ailleurs à l'issue du webinaire. Il sera ajouté à la présentation générale et à l'enregistrement pour vous expliquer un peu quels sont les jalons et les différentes étapes clés de ce processus de transition. Il faut savoir que la norme ISO 27001-2022 a donc été publiée le 23 octobre, si je ne m'abuse, ou le 25 octobre 2022, donc elle a déjà quelques semaines, et que pour les organisations, le plan de transition qui a été prévu par l'IAF et qui est appliqué dans le cadre des organismes d'accréditation qui chapeautent, donc les organismes certificateurs que nous sommes, prévoit 3 ans de transition. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, depuis le 25 ou 23 octobre, je vérifierai 2022, jusqu'au 23 octobre 2025, à nous dire, les organisations ont la possibilité de transitionner. Alors, cette transition peut s'effectuer de différentes manières. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus précisément tout à l'heure, mais globalement, ceux qui ne sont pas encore certifiés ont entre le 23 octobre 2022 et le 23 octobre 2023 pour décider. Je le fais encore à l'ancienne, 2001-2013, ou je le fais directement de la première façon. À partir du 23 octobre 2023, toute organisation effectuant une demande de certification devra le faire selon la nouvelle norme. Donc, les primo-demandeurs devront le faire sous la nouvelle forme à partir donc, de l'an prochain. Donc la transition pour les demandeurs, elle est d'une année aujourd'hui. Voilà. Ensuite, il y a les organisations qui sont déjà certifiées, qui sont donc dans un cycle de certification qui est en cours, soit qui viennent d'être renouvelés, soit qu'ils viennent de faire un initial, ou qui sont dans un régime de surveillance, peu importe. Pour ces organisations, la durée de la transition va donc courir jusqu'en 2025. Elles auront la possibilité, à n'importe quel moment de leur cycle de certification, qu'il s'agisse d'un renouvellement de cycle, c'est-à-dire après une période de 3 ans, ou d'une surveillance, voire le cas échéant, à leur demande, dans le cas de ce qu'on appelle un audit de changement significatif qui serait provoqué pour l'occasion. C'est-à-dire que les organisations peuvent aussi choisir de dire « moi, je ne préfère pas faire ça pendant une surveillance ou quoi, je préfère garder mon système et le faire auditer d'une façon je veux dire, que je maîtrise, et puis je choisis un moment spécifique pour réaliser cette modification, ce qui entre…
parle ici pour CertiTrust évidemment, mais dans le cadre du règlement de certification, qu'ont d'ailleurs tous les autres organismes de certification, s'appelle un audit de changement significatif. C'est-à-dire qu'il y a une modification importante, fondamentale, des composants, du cadre, du contexte dans lequel le système de management est implanté. Donc voilà, à haut niveau, comment le plan de transition est prévu. Alors après, il y a des tas de cas de figure. On pourra éventuellement répondre à des questions tout à l'heure à ce sujet. Mais la question que je voudrais poser à nos experts, puis on va laisser Mathieu répondre en premier cette fois-ci. Pourriez-vous nous indiquer, selon vous, la meilleure option de transition à retenir pour des organisations qui sont, selon le cas, petit a, déjà certifiées, petit b, en préparation à une certification à réaliser dans l'année qui vient, petit c, en projet de se certifier dans les 6 à 8 mois ou plus? Eh bien, est-ce que je peux utiliser le 50-50? Ou l'appeler un ami. Donc, écoute, j'ai envie de dire, je vais répondre en bon consultant, ça dépend. Donc, voilà. Alors, ça dépend pourquoi. J'ai envie de dire, moi, j'aurais tendance à dire, pour quelqu'un une organisation qui est déjà certifiée, voilà, ce serait d'attendre, en tout cas, un bon gros audit de renouvellement. Pourquoi? Parce que ça laisse le temps aussi de planifier les changements, justement, de documenter ces changements selon cette nouvelle clause dont on a parlé. Voilà, les changements s'implémentent au fil de l'eau et j'ai envie de dire que l'auditeur, là, il a aussi un petit rôle à jouer pour aiguiller, sans faire de conseils, bien entendu, mais aiguiller, on va dire, correctement l'organisation de façon à l'aider à rester sur les bons rails par rapport à cette transition et pas faire ça de manière trop rapprochée. Et tout en sachant qu'évidemment, ça dépend bien entendu des contraintes et des besoins de chaque organisation. Encore une fois, pour des raisons marketing, par exemple, il pourrait que le grand chef décide qu'il faut absolument obtenir la certification sous la nouvelle norme. Et là, évidemment, on va changer un peu son fusil d'épaule. Mais voilà. Donc après, je crois que la question, elle se pose plutôt pour les organisations qui ne sont pas encore certifiées en fonction de leur état de préparation. Imaginons que ils avaient prévu de se certifier en juin, juillet, quelque chose comme ça. Voilà, la question va vraiment se poser que c'est aussi une question de préparation, de maturité. Est-ce qu'on est prêt? Comment on va changer les choses qu'on a déjà faites, les adaptations qu'on va apporter? Il y a plusieurs méthodes, on va dire, pour se mettre en conformité totale avec la nouvelle norme. Et encore une fois, ça va être l'enjeu de cette déclaration d'applicabilité notamment. Et donc ça va être un peu aussi de savoir quelle stratégie on va adopter par rapport à cette déclaration d'applicabilité. Donc je dirais, pour ceux qui, la réponse est plus facile pour ceux qui sont déjà certifiés, je pense, parce que effectivement, moi, mon conseil, ce serait d'attendre un audit de renouvellement. Et pour les autres, ça va dépendre un peu où ils en sont. Mais c'est clair que, a priori, ce serait quand même plus efficace d'aller directement vers la nouvelle version. Si on compte se certifier après mai-juin, par exemple, parce que il faut aussi attendre, je pense, que les organismes de certification, comme CertiTrust, par exemple, soient prêts aussi pour auditer. Donc, il y a tout on va dire, un enchaînement d'actions qui doit se dérouler, qui sont indépendantes du client. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de visibilité par rapport à ça. Je ne sais pas si peut-être, Pierre, Je donnerai un mot d'explication tout à l'heure. Par rapport à ça. Je pense qu'il y a deux stratégies en fonction, effectivement, du avant-après octobre. Et là, c'est un peu du cas par cas, je pense. Mais peut-être que Pierre C a d'autres insights par rapport à cette situation. Alors, on lui passe la parole, Pierre Corbel. Globalement, je suis assez en phase avec Mathieu, notamment pour les gens qui sont déjà certifiés. C'est vrai qu'il n'y a a priori pas d'urgence à basculer, même si j'aurais peut-être tendance à dire à nos clients de ne pas tarder à faire un peu un état des lieux, finalement, notamment au niveau de l'annexe A, pour voir ce que ça implique, parce que sur ces 11 nouvelles mesures, finalement, je pense que dans la plupart de nos clients, c'est des mesures qui vont déjà exister. Il faudra peut-être juste les rattacher, on va dire, de manière documentaire ou SMSI si ce n'était pas déjà le cas. Mais comme disait Mathieu, le go-to-cloud, c'est déjà une réalité dans pas mal d'entreprises. Donc, normalement, ils ont déjà pensé à quelques mesures de sécurité là-dessus. Et pour les nouveaux, en fait, moi, je suis partagé entre le côté, effectivement, de dire, si on n'est pas tout à fait prêt, attendons octobre et puis allons sur la 2022. Et alors, nous, ce qu'on va appeler le risque des auditeurs, peut-être, c'est-à-dire que nous, en tant qu'on fait de l'accompagnement à la mise en œuvre,
c'est vrai qu'on aime aussi être capable de dire à nos clients, bah voilà, en général, un auditeur moyen d'un organisme de certification, sur cette clause-là, vous allez lui montrer ça comme preuve et va être satisfait. Et c'est là où nous, on est un peu en risque, finalement, par rapport à la nouvelle, c'est qu'on ne sait pas encore comment vont être interprétées certaines mesures ou certaines virgules qui ont pu être changées, des choses comme ça. Donc voilà, c'est juste là où nous, il y a une petite incertitude sur la nouvelle version, c'est que pour l'instant, en tout cas, j'ai ce sentiment-là, on est assez confortable sur la version actuelle pour dire à nos clients jusqu'où ils doivent aller en fonction de leur risque, en fonction de leur secteur d'activité. Et là, je pense que forcément, il va y avoir un flottement, alors, je ne sais pas si ce sera de quelques mois ou années, pour savoir finalement, OK, quand on dit qu'il faut protéger la donnée contre la fuite de données, est-ce que l'auditeur, lui, prend ça au pied de la lettre et il veut un outil de DLP? Est-ce qu'il comprend que tout le monde n'a pas besoin d'avoir ce genre d'outil? Enfin, voilà. Et c'est là où nous, parfois, on peut être un peu confrontés aussi en plus à des visions assez différentes, finalement, suivant les organismes de certification. Donc, c'est voilà, le seul risque moi, que je verrais actuellement pour un client qui voudrait tout de suite se lancer dans la 27001 2022 en octobre 2022, 23. Pardon. Mathieu, tu voulais réagir? Toi, Non, l'auditeur. je suis assez d'accord. C'est vrai que pour les auditeurs aussi, voilà, il y a une période d'adaptation et je pense que allez, il y aura certainement des guidelines de la part des organismes de certification voilà, pour savoir justement comment interpréter certains contrôles, s'ils sont sélectionnés effectivement pour l'implémentation, comment les auditer. Là, il y a des updates à faire aussi effectivement au niveau des organismes de certification et des guidelines d'audit par rapport à ça. Mais c'est vrai que là, il y a un petit risque. En tout cas, il y a une période, on va dire, de transition aussi pour les auditeurs, ce qui est logique, qui va être nécessaire. Et comme d'habitude, il y aura effectivement certaines interprétations malheureuses parfois qu'il faut pouvoir discuter et voilà, entre gens et gens. C'est comme ça. Bon. Alors, pour répondre du point de vue de l'organisme certificateur, parce qu'on nous a cité 2 fois, donc je vais me permettre de réagir par rapport à ça. Donc, nous sommes prêts. Ça, c'est le message global à donner. C'est que, bien entendu, on participe. Par ailleurs, il y a des personnes de notre organisation qui sont présentes dans les comités préparatoires, qui ont travaillé sur ces sujets depuis plusieurs années. Donc, ce n'est pas évidemment une surprise pour nous ce qui est sorti. On avait quand même un certain nombre d'informations en amont. Donc, ça nous a permis déjà de préparer un peu le cadre général de revue. Alors, qu'est-ce qui va se passer du point de vue… Alors, j'ai évidemment ne parler que de Certitrust, je peux me permettre de parler des autres vont faire, mais bon, j'imagine que la plupart des OC vont travailler de la même façon. C'est-à-dire qu'il va y avoir en fait une phase effectivement de transition de 3 mois, donc fin octobre jusqu'à fin janvier pour la prise en considération des nouvelles exigences et l'adaptation des procédures opérationnelles, notamment des règlements éventuellement. Bon, après, il n'y a pas, la norme n'a pas fondamentalement changé quand même, donc on n'a pas non plus un changement radical dans la manière d'auditer. Il y aura également des formations pour les auditeurs de terrain, c'est-à-dire qu'on emploie quelques dizaines d'auditeurs évidemment sur le terrain, un peu partout en Europe et au-delà. Et donc ces personnes vont suivre une formation de mise à niveau, qui sera sur une base volontaire dans un premier temps, et puis après un certain temps, on demandera que tout le monde la fasse, avec notamment un bridge sur la norme, les différences donc, entre la norme 27001-2022 et la norme 2013, enfin 2013 et 2022. Pour la petite histoire, c'est secondaire, mais c'est important de le savoir, les organismes certificateurs de certification de personnes, dont nous faisons partie, il y en a d'autres, proposent également des bridges, évidemment, pour augmenter, mettre à jour, rafraîchir les compétences des personnes qui sont certifiées. Parce que la plupart des gens qui sont certifiés aujourd'hui, lead auditeur, lead implémenteur sur le sujet 27001, le sont forcément sur une version précédente de la norme. Donc ça fait aussi partie du jeu, bien entendu, de réaligner les compétences des uns et des autres au sein des organisations, bien entendu, mais aussi dans les équipes d'audit, de sorte que les gens parlent plus ou moins la même langue. Ça peut permettre de répondre, en tout cas partiellement, à ce que Pierre nous donnait comme info, c'est que les cabinets qui travaillent en accompagnement des clients, les clients eux-mêmes et les auditeurs ont tous finalement le même intérêt à se mettre à jour pour justement parler la même langue, utiliser le même vocabulaire et avoir des réflexes qui sont, si pas identiques, du moins similaires. Hein. Donc voilà, c'est un peu la manière de répondre à cette problématique. Après, il y aura toujours des ajustements et on ne peut pas garantir, parce que ça, ce n'est pas une science exacte, on ne peut pas garantir que l'opinion de l'un ou de l'autre, ou la manière d'auditer de l'un ou de l'autre, quand bien
même il y aurait des guidelines, ne va pas effectivement devoir être réajusté. Donc on s'attend, je le dis pour la petite blague, mais on s'attend à avoir éventuellement des contestations, des discussions, en tout cas plus ou moins musclées avec les clients, le cas échéant, justement par rapport à ces problèmes d'interprétation. Donc on va s'y préparer également et toutes nos procédures seront adaptées pour pouvoir justement prendre en compte un avis, parce qu'on n'a pas la science infuse, on n'a pas la prétention de savoir mieux que les autres. C'est juste faire notre métier qui est de vérifier que vous faites bien ce que vous dites. Et puis globalement, on va travailler ensemble sur le sujet. Donc ça veut dire que moi, ce que je vois en tout cas, pour le dire de manière très très directe et très franche, c'est une période transitoire de quelques mois durant laquelle des incertitudes émergeront, et c'est finalement la manière d'en discuter et de les mettre en perspective qui vont permettre de passer ces petites incertitudes à la moulinette, et puis de se retrouver dans une situation finalement finale qui sera meilleure que la situation précédente, toujours dans une perspective d'amélioration continue. Donc, voilà mon opinion en tout cas par rapport à vos deux réactions. Alors, troisième question sur le sujet un peu plus précisément en termes de contenu de la norme. Quels sont, selon chacun de vous, du point de vue du chef de projet d'une part ou de l'auditeur d'autre part, les éléments clés à prendre en considération pour cette transition justement de l'ISO 27001 version 2022? Donc, est-ce qu'il y a dans la norme, en matière de contenu de la norme, des éléments sur lesquels les organisations doivent être particulièrement attentives et qui sont des éléments finalement qui sont ou des quick wins ou des éléments significatifs par rapport à leur prise en compte de la sécurité de l'information? Celui qui veut répond. Je peux me lancer. Moi, sur le corps de la norme, je vois vraiment deux éléments importants. C'est effectivement toute la partie changement du SMSI, le fait de bien les planifier. Donc ça, c'est vraiment une réelle nouveauté. Sachant que finalement, on le faisait déjà à minima, normalement, au travers de la revue de direction et de l'amélioration continue, mais c'est vrai que là, ça renforce ce point-là. Et puis, à plusieurs endroits aussi, quand même, on sent qu'il y a eu une emphase de mise sur tout ce qui est processus, avec la volonté d'avoir des critères sur les processus du SMSI, et tout ce qui est aussi processus externalisé et services et fournisseurs. Donc, je pense que là, c'est vraiment sur la partie vraiment du corps de la norme, ce sur quoi nous, en tout cas, on insistera dans les semaines et mois à venir. Et après, ça ne me semble pas être des éléments de nature à, comme disait Mathieu, révolutionner le SMSI. Donc moi, je pense qu'en intégrant ces éléments-là dans l'amélioration continue, ce qui est déjà fait dans la plupart des SMSI, notamment s'ils sont certifiés, ça devrait passer au travers d'une revue documentaire, un enrichissement, etc. Et puis pour l'annexe A, je pense que, comme je disais au tout début, le travail est peut-être un peu plus grand. Forcément, on va falloir se focaliser déjà sur les 11 nouvelles mesures, mais il y a aussi quand même beaucoup de mesures qui ont fusionné. Et donc là, je pense qu'il y aura aussi à voir, et là, ce sera vraiment du cas par cas, sans doute un état des lieux à brosser dans les organisations pour voir est-ce qu'on préfère rester peut-être sur l'organisation antérieure, mais tout en répondant à la nouvelle norme par rapport aux fusions des mesures, parce que ça faisait du sens dans l'organisation, ou alors est-ce qu'on en profite pour mettre tout ça à jour et éventuellement simplifier. Mais là, pour moi, ce sera beaucoup plus du cas par cas. Et sans doute aussi, là, on essaiera de se rattacher au maximum au fameux fondement sur l'analyse de risque et le fait que finalement, toutes ces mesures-là n'ont de sens que si elles viennent répondre à des risques plausibles et importants pour les organisations. Donc, on l'attaquera sans doute, nous, au travers notamment de l'analyse de risque et des plans de traitement des risques pour valider que tout ça fait bien du sens dans les différentes organisations, puisque après tout, on a toujours cette possibilité-là qui nous est offerte d'exclure certaines mesures, si on est capable de l'expliquer, même si c'est parfois complexe d'exclure des mesures des DDA. Mais donc voilà, moi, quick win, et puis premier travaux, je ferai sur un SMSI pour ma part. Ok, Mathieu? Eh bien, je vais commencer par une étape assez simple. C'est justement de bien se renseigner sur les changements, bien les identifier, d'accord, les nouveaux éléments qui sont requis, faire vraiment un différentiel entre l'ancien et le nouveau, pour pouvoir justement intégrer ces modifications en implémentant directement cette nouvelle clause dont on parlait de gestion du changement. Donc ça, c'est pour moi la première étape. Une des étapes qui va se retrouver dans ce plan de changement, c'est bien entendu ce qu'on a déjà un petit peu discuté, c'est la formation des différents acteurs, parce qu'on ne peut pas imaginer évidemment passer d'un système X à un système Y sans qu'il y ait un minimum d'update au niveau des compétences des différentes personnes. Donc effectivement,
voir un petit peu ce qu'il y a moyen de trouver sur le marché en termes de formation, ou bien organiser une formation interne, enfin, peu importe comment on le fait, mais organiser aussi cette transition au niveau de la compétence des gens, c'est quand même important. Et puis, un des éléments qu'on a brièvement évoqué, justement, étant donné cette nouvelle annexe A, si on veut obtenir cette certification sur la nouvelle version, il faut fatalement, à un moment, on ne sait pas faire autrement, passer à cette comparaison avec la nouvelle annexe A d'une manière ou d'une autre. Alors, comment on le fait? Est-ce qu'on fait une nouvelle analyse de risque? Est-ce qu'on prend les nouveaux contrôles? Peu importe comment on le fait, mais il faut le passer. Donc ça, ce sera une étape évidemment essentielle pour mettre à jour cette déclaration d'applicabilité, qui d'une manière ou d'une autre devrait être mise à jour. Et puis pour le reste des autres changements, j'ai envie de dire, ça va se passer plus au fil de l'eau, selon le mode planifié par l'organisation. Et bien entendu, pour le point de vue de l'auditeur, c'est conserver des traces de tous ces changements pour pouvoir prouver justement qu'on les a bien organisés et qu'on a bien planifié tout ça au sens de la norme, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a aussi un élément clé sur lequel on peut peut-être revenir, qui est assez particulier et qu'on retrouve à la fois dans les clauses générales, notamment la clause 8.1 et puis les clauses de l'annexe A, c'est la gestion, finalement, la maîtrise des processus, des produits et des services externes, en ce compris la prestation externalisée. Une grande problématique sur laquelle on a beaucoup travaillé. Il y avait même eu une norme qui avait été éditée en 2012 à ce sujet, c'est en 27036, sécurité de la relation avec les fournisseurs, qui a été très peu finalement promu et dont on n'a pas forcément beaucoup parlé. Mais moi, j'ai eu l'occasion, et nos collègues auditeurs l'ont vu aussi dans certaines déclarations d'applicabilité, l'intégration justement de ces composantes de sécurité. Comment aller au-delà de simplement, j'ai signé un contrat dans lequel j'ai mis une clause de confidentialité, qui est finalement le degré 1, l'étape 1 de la maturité par rapport à ça. On se rend compte aussi que les surfaces d'attaque, aujourd'hui, dans le cadre des cyberattaques, elles sont quand même encore majoritairement liées à du side attack, à du rebond et à l'utilisation des maillons faibles, finalement, d'une chaîne de valeur, dans lesquels on retrouve malheureusement parfois des fournisseurs, des prestataires plus ou moins au fait ou plus ou moins sécurisés. Donc, cet élément-là me semble, on va dire d'un point de vue macro en tout cas, important à souligner. Et dans le cadre des plans de transition, ça pourrait être un travail assez comment dire, important. Alors non pas en termes de masse de travail, mais en termes d'importance du sujet, de mettre ça sur la table au même titre qu'on met ça, je veux dire, en relation avec les attaques cyber ou le CERT ou l'information ou le DLP ou que sais-je. Donc ça me semblait être un élément sur lequel il fallait quand même rester assez attentif. De même que dans la nouvelle version de la norme, et là ça reste un peu de la doctrine, mais c'est quand même intéressant de le savoir, c'est qu'il y a aussi une emphase relativement importante qui est mise, en tout cas c'est dans le paragraphe 9.3 de la norme, sur les modifications des besoins et des attentes des parties intéressées qui doivent être vraiment prises en considération et formalisées pour l'organisation à travers la revue de direction. Ce qui était déjà en soi une exigence, mais qui n'était pas aussi clairement définie par rapport à ce qu'elle ne l'est dans la version 2022. Donc voilà, donc c'est pour apporter un complément d'éclairage en tout cas à ce que vous avez dit. Donc merci pour cette intervention. Alors après, il y aura bien entendu dans le cadre de la documentation de cette présentation, ici on est beaucoup à l'oral, on échange entre nous, mais vous aurez aussi une petite liste de courses, il y a des petites présentations qui peuvent servir. D'ailleurs, si vous souhaitez, messieurs, intervenir avec un support, n'hésitez pas à partager votre écran pour éventuellement soutenir votre propos. Mais sinon, je voudrais passer à ma 4e question, l'avant-dernière. Les gens savent potentiellement. Sur base de votre expérience, qu'est-ce que vous recommanderiez comme feuille de route, on va dire standard, plus ou moins standard, à un client qui est déjà certifié, qui souhaite transitionner, et plus précisément, quels seraient, selon vous, les grands jalons, les étapes clés à prendre en considération, le délai moyen que vous estimeriez, alors bon là je vous demande un exercice de Madame Soleil, mais voilà, on va quand même se lancer un peu, parce que c'est des questions concrètes qui sont posées tous les jours, et la charge potentiellement que ça pourrait représenter pour une organisation. On peut parler en jour homme, on peut parler en argent, on peut parler en ce qu'on veut. Voilà. Donc, qui se lance? Ça, c'est des sujets un peu plus touchy. Allez, je vois Mathieu a envie de répondre. Pas trop d'idées, Mathieu. Non, tu veux que je commence?
Vas-y, si tu veux. Ouais, ok. La question est assez large, bien entendu. Merci à notre maître de conférence ici pour cette question. Mais plus concrètement, allez, je pense qu'il y a plusieurs façons d'attaquer le sujet. On va dire une approche fast-track à l'arrache ou vraiment quelqu'un qui veut le faire comme un puriste, quoi. Donc, objectivement, si on regarde les changements dans la norme, on va avoir effectivement, comme on l'a dit, toute une série de changements dans les clauses. Et là, il va falloir les implémenter, mais c'est des changements, j'ai envie de dire, à la marge. Le plus gros changement étant cette nouvelle annexe A sur laquelle il faut faire la comparaison, pour simplifier. Et donc, là, il y a de toute façon cette revue de l'analyse de risque à effectuer. Et si on veut la faire de manière assez rapide, tout en restant conforme à la norme, là, clairement, il y a différentes façons de le faire, mais on peut imaginer tout à fait passer en revue l'analyse de risque, passer en revue les contrôles annexe A, faire le topo par rapport aux nouveaux contrôles qui seraient nécessaires à intégrer dans la déclaration d'applicabilité, et stricto sensu, en fait, ne rajouter dans la déclaration d'applicabilité que les nouveaux contrôles de l'annexe A qui nous conviennent, puisque les autres étaient déjà adressés dans l'ancienne déclaration d'applicabilité. Donc ça, c'est un moyen, on va dire, d'aller très très vite à l'arrache, qui pourrait être après adapté au fil de l'eau dans l'organisation. Mais typiquement, c'est quelque chose qui peut se faire assez vite si on veut vraiment être, j'ai envie de dire, to the point par rapport à la nouvelle annexe A et à cette nouvelle déclaration d'applicabilité qu'il faut générer. Voilà, ça c'est une façon de faire. Il y a la version longue, entre guillemets, où on refait toute l'analyse de risque et on refait toute une nouvelle sélection des contrôles par rapport à l'annexe A, et là qui peut prendre effectivement plus de temps, mais qui est, là c'est la version puriste, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont un peu plus de sous et un peu plus de temps. Donc ça, voilà, ça va dépendre un peu comment on voit les choses, les moyens dont on dispose, mais je pense objectivement que ça va prendre quand même un petit peu de temps dans tous les cas. Et penser qu'on va faire ça sur un coin de table, ça me paraît difficile, surtout avec, encore une fois, cette nouvelle clause par rapport à la gestion du changement qu'il faut planifier, etc. Donc, je dirais que globalement, moi, j'estime un timing quand même pour un SMSI qui fonctionne, il va bien falloir 3 mois, 3 à 6 mois pour mettre tout en place, quoi. Si on veut vraiment faire correctement les choses, ça ne va pas se faire sur un coin de table du jour au lendemain. Ça, c'est un petit peu à chaud comme ça, parce que la question est assez difficile. Plutôt une question pour un implémenteur, d'ailleurs. Donc, voilà, ça, c'est un peu ma vision des choses. Ok, merci Mathieu. Et toi, Pierre? Non, je partage. C'est vrai que après nous, pour prendre un cas très concret, puisqu'on se pose la question nous en interne là, actuellement, et voilà, la première étape qu'on a définie sur le début 2023, c'est vraiment de partir sur un état des lieux sur l'annexe A, comme disait Mathieu, parce que ça nous semble effectivement être là où on aura le plus de travail. Là, nous, c'est vrai que sans. Alors, tout accompagnement le démarre toujours par un état des lieux. C'est vrai qu'en général, on va être entre 10 et 12 jours de charge de consultant là-dessus. Donc, je pense que là, on peut imaginer que ce sera dans ces eaux-là aussi, à peu de choses près. Et pour le temps que ça prend, ça dépend toujours de la réactivité des interlocuteurs en face. Et après, moi, ce que j'aurais tendance à faire finalement, c'est de profiter après de toute cette amélioration continue-là, donc presque d'étaler ça peut-être sur un an, finalement, et de me dire, au moment où je vais revoir mon analyse de risque, de toute façon, je suis obligé de le faire une fois par an, donc j'en profite pour passer peut-être quelques jours en plus. Et puis, à ce moment-là, je vais injecter les nouvelles mesures. Au moment où je revois ma PSSI ou mon manuel de SMSI, là, je vais rajouter le 6.3 sur la gestion des changements, etc. Mais c'est sûr qu'après, comme disait Mathieu, on peut sans doute le faire un peu plus rapidement, de 3 à 6 mois. Mais c'est vrai que là, nous, typiquement, moi, ce que j'envisage pour l'interne, c'est vraiment ça, c'est qu'on se lance sur quelque chose qui va sans doute nous prendre 12 mois, en repassant finalement la roue complètement du PDCA, quoi, en repartant vraiment de la revue de direction où on acte avec notre direction que là, on y va, on voit un intérêt. Donc, on va faire l'état des lieux à la prochaine revue de direction où on va sans doute se dire, on y est presque, est-ce qu'on demande ou pas à notre organisme de certification de nous certifier par rapport à la nouvelle norme? Je pense qu'il y a aussi, en termes potentiellement de charge, les organisations peuvent aussi se tester. Il existe la possibilité de faire avec les cabinets, par exemple, des audits à blanc, avec un organisme
manière, un audit interne, on pourrait imaginer le faire. Ça peut aussi être une manière de valider la conformité. Ça représente généralement pas plus de la moitié du temps d'un audit standard, hein, un peu de choses près. En tout cas, expérience vécue, on a à peu près cette estimée-là. Je voulais aussi compléter peut-être sur ce que vous avez dit. Donc, merci évidemment pour vos retours. La question n'était pas facile, je reconnais. Il faut se dire aussi qu'on parle de nouvelles mesures de sécurité, donc 11 nouvelles mesures qui ont été spécifiquement identifiées. Comme se dire une chose, c'est que la plupart de ces mesures, en tout cas si on prend la peine de les lire, elles étaient déjà peu ou prou intégrées dans un certain nombre d'autres mesures qui ne disaient pas leur nom. C'est-à-dire que dans les procédures d'exploitation, dans la gestion de la donnée, dans la sécurité physique, dans l'acquisition, le développement et la maintenance, donc en termes de préparation des systèmes, etc. Donc c'est un peu une manière aussi de représenter ou de reformuler des choses qui étaient probablement déjà plus ou moins vécues dans les organisations, sans être nommées en tant que telles. Donc, je pense que le travail est certes nécessaire et évidemment, il y aura de la nouveauté, mais il y a peut-être beaucoup de réemploi possible aussi. J'ai mis une hypothèse, je ne dis pas que c'est forcément toujours le cas, mais il y a des organisations qui ont pris en compte, justement, on parlait tout à l'heure des organisations qui suivent finalement l'évolution technologique et puis qui font quand même, voilà, ils n'ont pas attendu 9 ans pour changer leur système d'information. Si je prends par exemple la question du codage sécurisé, nombre d'organisations qui ont ce type de pratique évidemment implémentées dans leur fonctionnement, utilisent des méthodologies, je ne vais pas faire de publicité, mais je veux dire, il y a des méthodologies existantes qui sont apparues depuis 2013, qui sont tout à fait efficaces et qui ont déjà commencé à être intégrées dans l'organisation. Donc le fait de dire codage sécurisé A828, hein, c'est la nouvelle, voilà, montrer qu'on l'a lu, on la connaît. Le codage sécurisé, c'est quelque chose qui est probablement, pour ces organisations-là en tout cas, déjà une réalité. Il suffit simplement de reformuler ça dans une applicabilité particulière qui est liée à une clause spécifique de la nouvelle norme. On pourrait prendre l'exemple aussi pour le DLP, ce qui concerne le masquage de données, ce qui concerne éventuellement la prévention de la fuite de données. Mais voilà, ces deux contrôles-là, ils sont spécifiquement relatifs à des choses dont on parlait déjà dans la norme ISO 27001 2013. Donc, il ne faut pas avoir peur, je pense, de la nouveauté, parce que c'est une nouveauté dans la continuité, finalement, qui s'inscrit dans une démarche voilà, je veux dire, d'autres évolutions, pour contredire ce que je disais tout à l'heure. Hein, voilà. Mathieu avait raison. Ouais. Il a fallu attendre 50 minutes pour me faire avoir tort, mais je te remercie d'avoir été si sagace. Ouais. Donc, voilà, en tout cas, pour ces aspects-là, je pense que c'est important de le souligner. Je vais vous poser ma dernière question, puis après... Dernier point, juste, Pierre, sur lequel je veux quand même insister, c'est qu'il ne faut pas oublier que donc l'annexe A reste un référentiel de contrôle, enfin de mesures de sécurité, comme on le traduit. Et donc, il y a effectivement toujours, on n'est pas obligé de prendre tous les contrôles de cette annexe A. Donc, effectivement, c'est un référentiel intéressant. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais on doit faire la comparaison par rapport à cette annexe A. Ça, c'est important, c'est ce qui demande la norme. Après, c'est un référentiel, on prend ce qu'on veut, et ce qu'on ne veut pas, on explique pourquoi on ne prend pas. Voilà, tout ça, c'est une discussion aussi à avoir avec l'auditeur. Voilà. Parfois, on voit souvent, comment dirais-je, des déclarations d'applicabilité longues comme un jour sans pain avec tous les contrôles, et puis après, en auditant, on se rend compte qu'en fait, il y a la moitié des points qui n'est pas fait. Donc ça ne sert à rien parce que ça génère des non-conformités inutilement. Donc, si on ne fait pas quelque chose et qu'on a une bonne raison pour ne pas le faire, on l'explique à l'auditeur dans la déclaration d'applicabilité et tout le monde est content. Donc, ça, c'est quand même un élément de la 2013 qui se retrouve en 2022, qui est en plus mieux mis en avant, je trouve. Et ça, il faut que toutes les organisations s'en rendent bien compte. Voilà, la 27001 ne demande pas de tout implémenter dans l'annexe A. Donc ça, elle permet par ailleurs la multi-implémentation. On peut prendre un référentiel NIST, on peut prendre un référentiel NIST 2, on peut prendre un référentiel OWASP, enfin bon, je veux dire, on peut en citer 50. Hein. Je veux dire, on peut prendre du 27018 pour les données dans le cloud, du 27701 pour du privacy management. Tous ces aspects-là peuvent être effectivement mixés ou ajoutés. Et donc, le côté malléable de la déclaration d'applicabilité me semble important à souligner dans ce cadre-là.
qu'on n'ait pas l'impression finalement qu'on est obligé de transférer une déclaration d'applicabilité version 2013 dans une toute nouvelle avec un mapping un peu serré, un peu cadré, comme vous allez en voir énormément, mesdames, messieurs, sur Internet dans les semaines et les mois qui viennent, payant, gratuit, bon ou mauvais. Hein, donc à vous de choisir ce qui vous intéresse. Mais donc ces mappings-là, ils ont toujours une limite, c'est la limite de celui qui les a créés et puis de l'intention dans laquelle ils sont créés ou du contexte dans lequel le mapping est réalisé. Quelqu'un qui fait de la gouvernance vous parlera de la gouvernance, quelqu'un qui fait de la technique vous parlera de la technique, c'est assez logique. Donc il faut évidemment que les organisations aient aussi une certaine forme de sagacité par rapport à ça et de ne choisir finalement que les éléments qui correspondent réellement au contexte de l'organisation, interne ou externe, et aux besoins et attentes pertinents des parties intéressées. Hein, c'est un des éléments sur lesquels j'avais insisté tout à l'heure. Et cette transition est peut-être d'ailleurs l'occasion de faire un peu le ménage dans sa déclaration d'applicabilité, justement, oui. En montrant à l'auditeur qu'on a bien compris la norme, et ça c'est important, et que donc voilà, on explique certaines choses qu'on ne fait pas, et on explique pourquoi on ne le fait pas. Voilà. Et on explique pourquoi on le fait, hein, parce que les deux sont nécessaires. Ça permet de le... Bien sûr. Pierre, tu voulais ajouter un point ou c'est bon? Non, c'est bon pour moi. Alors, donc, je vais m'adresser aux Français de l'étape, puisque voilà, le futur peut-être éventuel champion du monde, 3 étoiles, sait-on jamais. Et la norme en français, et alors? Parce que pour l'instant, on l'attend, impatience, en tout cas en France. Non, mais oui, effectivement, l'AFNOR n'ayant pas encore publié la version traduite officielle, c'est vrai que c'est un peu, alors sans être totalement bloquant, puisque on a déjà les versions anglaises, et puis même en France, on commence à être capable de lire l'anglais, de le traduire assez facilement. Mais c'est vrai qu'il est encore un peu périlleux, notamment voilà, pour les gens déjà certifiés, d'aller trop avant dans les changements des SMSI, puisque finalement, autrement, peut-être qu'on fera le travail 2 fois pour rechanger des termes si jamais il y avait des choix de traduction forts qui étaient faits, comme ça peut être parfois le cas au niveau des assets, comment on le dit, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un actif, etc. Donc c'est vrai que là-dessus, normalement, on s'attend plutôt à une publication en début 2023. Donc c'est vrai que sauf à être vraiment dans une urgence liée à, voilà, à une demande d'un commanditaire au client ou autre, on aurait plutôt tendance à attendre cette version officielle en français avant de mettre à jour les documents, les déclarations d'applicabilité, etc., pour éviter finalement de tomber dans un piège et d'avoir peut-être des contresens ou des mauvais termes qui nous seront sans doute reprochés fort à propos par les auditeurs ou les organismes de certification le jour J. Tout à fait. Mathieu? Écoute, en tant que bon Belge, je dirais que ce n'est pas vraiment un problème pour nous. Mais c'est vrai que bon, si elle pouvait être en français, elle pouvait être en français, ce serait mieux. Voilà, mais je pense que c'est peut-être le même problème déjà. La 27002, je ne sais pas si elle a déjà été traduite, elle. Toujours en cours de traduction. Oui, c'est ça, pas à ma connaissance non plus. Donc c'est problématique, mais ce n'est pas forcément bloquant, je pense. Ça dépend des types de clients, effectivement. Je pense que ce sera plus un problème en France, effectivement. Parce que bien souvent, ici, on travaille en anglais. Donc, En tout cas, le conseil qu'on va donner à nos auditeurs, auditrices, c'est enfin, ceux qui nous écoutent, hein, pas les auditeurs qui travaillent sur eux, les spectateurs, voilà, spectatrices, c'est de ne pas faire de Google Translate. Hein, donc ça, c'est quand même le truc à éviter au max, parce qu'on a parfois des traductions documentaires un petit peu sauvages. On utilise d'ailleurs nous-mêmes certains termes, on parle de contrôle, alors qu'en fait, le terme contrôle n'existe pas en français. On parle de mesures de sécurité. Je me réfère à différents praticiens qui le martèlent et le rappellent sur tous les réseaux sociaux de France, de Navarre et d'ailleurs tous les jours. Je ne vais pas citer de nom, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui savent de qui je parle. Et puis après, je vais dire, voilà, la traduction officielle, elle permet d'avoir un cadre de référence. Je disais tout à l'heure, c'est important de parler la même langue entre les uns et les autres, de se comprendre sur un certain nombre de sujets. Et même si parfois, c'est un peu à la marge, c'est important d'avoir les bons termes utilisés au bon endroit et au bon moment. Donc en termes de traduction française, ben voilà, le CertiTrust suit le sujet. On postera sur les réseaux sociaux dès que la norme sort, voilà, vous serez avertis. Mais en tout cas, voilà, si ce n'est pas complètement bloquant, en tout cas, il faut que ce soit un point d'attention pour les organisations d'acquérir la norme dès qu'elle sortira en version française officielle. C'est un élément important. Voilà, on arrive tout doucement au
terme de notre webinaire, parce que ça fait déjà presque 1 heure qu'on est en train de parler, donc on a absorbé une partie du question-réponse. Je voulais savoir, cher Asma, si le standard de CertiTrust a reçu des questions de Madame SM de Si ou je ne sais pas. Oui, oui, on a reçu quelques questions sur la particulière. Vous avez accès? Alors, est-ce qu'on a accès? Oui, Oui, hein, oui, sur Oui, oui, oui. qui- question-réponse. le chat, hein, UNR. Alors, bonjour, sujet très intéressant et d'actualité. Merci. Est-ce que vous avez une opinion sur la question? Non, non, Je confirme. bonjour, est-ce que toutes les normes de la famille ISO 27000, qui sont au nombre de plus de 12 normes à ma connaissance, ont-elles toutes connu des modifications mises à jour en 2022? Alors, je me permets de faire une première réponse pour simplifier. Non. Alors, après, quelles sont les normes qui ont subi une modification? Je pense que c'est important de le signaler. Bien entendu, puisque une grosse partie de l'annexe A de l'ISO 27001 a été modifiée, la norme le guide de pratique, hein, les directives de mise en application, qui sont la norme ISO 27002, ont subi le même sort. Donc la norme ISO 27002 est également publiée en version 2022, à la même date que la 27001. Ce n'est pas une norme de certification, mais elle accompagne la démarche en termes de quoi faire, pas le comment vous choisissez, mais en termes de quoi faire, évidemment, la norme 27002 est à jour par rapport à l'annexe A. Ça, c'est la première chose. Et pour la gestion des risques, la norme ISO 27005, qui datait donc de 2018 dans sa dernière version, donc 4 ans plus tard, a subi un petit lifting pour la mettre également au diapason de la norme ISO 27001. Donc la 27005 date également de 2022, même date que les deux précédentes. À ma connaissance, ce sont les seuls qui ont à ce jour et à ce moment, même que quelques semaines non plus, ça a été modifié, ont subi une mise à jour. Voilà. Est-ce que d'autres choses que je n'aurais pas identifiées, messieurs? De mon point de vue, mes connaissances en sont au même point que les tiennes. D'accord. Pour confirmer, effectivement, la 27005 version 2022 est très intéressante parce qu'elle explique bien, elle réexplique bien, on va dire, le SOA, la déclaration d'applicabilité, pourquoi, comment, le fait qu'on peut exclure des contrôles, c'est vraiment très bien expliqué et c'est très clair. Voilà, il y a parfois des choses dans la 27001 qui ne sont pas claires au niveau de la gestion des risques. C'est bien d'aller retrouver la 27005 parce que ça clarifie toute une série d'éléments et ça a bien été adapté. Donc, je valide. Super. Et alors, la dernière question, qui n'est pas une question de contenu, mais une question de forme. Merci pour cette discussion. Est-ce que nous aurons le lien vers le replay de ce webinaire? La réponse évidemment est oui. Si vous êtes sur notre chaîne YouTube, vous aurez accès dans les 24 heures qui viennent, ou peut-être même un peu avant, à la rediffusion de ce webinaire, ainsi que les annexes qui l'accompagnent, c'est-à-dire les différents supports de présentation qui pourront éventuellement vous aider à vous faire votre meilleure opinion par rapport à ce sujet. Donc, en tout cas, je voudrais évidemment remercier chaleureusement nos participants experts de ce webinaire, ce Trust and Talk numéro 9. Donc, Mathieu Briol en tant qu'auditeur, mais qui a aussi participé sur la partie implémentation, bien entendu, et Pierre Corbel. Merci à vous deux en tout cas. Merci d'avoir participé avec nous et je suis très heureux en tout cas de voir voilà, que ce webinaire représente un intérêt, au moins pour les plus de 50 participants qui ont participé à ce Trust and Talk. Restez en ligne, bien entendu, par rapport à ce qu'on va vous proposer également en termes de procédures mises à jour, donc que vous soyez client ou que vous soyez futur client. Je vais parler comme un commercial. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. On va communiquer sur les procédures de transition de manière officielle, etc., dans les mois qui viennent. Je vais laisser peut-être nos deux experts donner leur mot de la fin. On commence par Pierre. Voilà, manque de préparation. Non, je n'ai pas de mot de la fin particulier, à part de souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Et merci de nous avoir écoutés. Merci Pierre. Mathieu? Écoutez, je vais faire comme Pierre. Je n'ai pas de mot particulier, mais en tout cas, ça me fait très plaisir d'avoir participé. Et j'espère que tout le monde a pu un peu aussi en profiter et qu'on a pu répondre à certaines questions que les gens se posaient. C'était quand même le but aussi. Donc voilà, c'était très agréable de discuter de manière internationale avec mes deux camarades ici présents. Voilà. Merci en tout cas pour votre participation, pour cette nouvelle formule que j'ai trouvée fort intéressante. Donc on va certainement la reproduire. Donc
le modèle café du commerce version 2.0. Donc, ça sera très bien. Merci en tout cas de votre participation. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis cet après-midi. À très bientôt sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux et sur le Trust and Talk. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.